Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale consacrée à la crise des migrants et l'Europe qui muscle sa politique. Adieu Frontex et vive la garde frontalière européenne. 18 mois après un afflux massif de réfugiés et de migrants depuis la mer Égée, l'Europe et les pays de l'espace Schengen lancent une agence de garde frontières et de garde-côtes, cette fois directement sous commandement européen. Puis, direction l'Allemagne, Berlin, comment les Allemands accueillent leurs réfugiés, syriens souvent, jeunes plutôt. Il y a les villes comme une classe, traduction des classes bienvenues, des classes pour aider les jeunes migrants à s'intégrer. En un an, 1000 classes de bienvenue ont été ouvertes pour 12 000 élèves en tout, un pari immense en période d'austérité. On en débat tout de suite avec nos invités, les eurodéputés Evelyne Gebhardt et Nathalie Griesbeck, ainsi que Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles. C'est une avancée remarquable par ces temps de doute européens. L'Union est depuis une semaine dotée d'un véritable corps de garde-côtes et de garde-frontières communs qui aura le pouvoir et les moyens d'assurer la surveillance de ses frontières extérieures. On regarde et on réagit juste après. Frontex s'efface, vive la garde frontalière européenne. Un an après l'afflux massif de demandeurs d'asile sur le vieux continent, un nouveau corps de garde-frontières entre en service afin d'épauler Frontex, le bras armé des politiques migratoires. Mission, mieux protéger les frontières de l'Union européenne et offrir une image d'unité sur la question complexe migratoire. L'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes aura les mêmes missions que Frontex. Patrouiller dans le ciel de la Méditerranée, venir au secours des migrants ou encore gérer les hotspots, ces centres de rétention aux frontières de l'Union. Mais la nouvelle police des frontières se veut plus ambitieuse. Depuis la Bulgarie, le commissaire chargé des migrations a tenu à annoncer officiellement la création de cette nouvelle agence. À compter de ce jour, la frontière extérieure de l'un de nos États membres est la frontière extérieure de tous nos États membres. Notre position est très claire. La porte est ouverte en Europe pour ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Elle est fermée pour ceux qui veulent venir chez nous illégalement. Plus ambitieuse, cette nouvelle agence, de 400 agents pour Frontex, ses effectifs devraient passer à 2500. Le budget est aussi en hausse, 250 millions d'euros, près du double de celui d'aujourd'hui. Cette agence des gardes-frontières et des gardes-côtes sera directement sous commandement européen, là où Frontex se contentait de coordonner l'action des différentes polices aux frontières de chaque pays. La nouvelle entité sera indépendante des États. L'agence européenne vient renforcer les moyens nationaux, elle ne les remplace pas. Tous les membres de l'Union européenne devront fournir des détachements. L'un des objectifs principaux sera de prêter main forte à la police grecque pour éviter qu'elle soit à nouveau débordée par l'afflux de réfugiés. Voilà, nous en rejoint sur ce plateau Evelyne Gebhardt. Bonjour, vous êtes eurodéputée allemande du groupe socialiste et démocrate. Face à vous, Nathalie Griesbeck, bonjour. Vous êtes eurodéputée française de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. En France, vous avez été élue sous les couleurs du Modem. À côté de vous, Jean Quatremer, merci de nous avoir rejoints. Vous couvrez l'actualité européenne pour Libération depuis 26 ans. Hein, vous êtes plus tout jeune. Je signale votre blog. Il se venge. Je signale votre blog Coulisses de Bruxelles. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'Europe. Alors, une agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, est-ce que cette avancée, elle va régler à elle seule la crise migratoire? Evelyne Gebhardt. Pas elle seule, c'est évident, mais je pense que c'est un pas en avant qui est très important et qui montre qu'on est quand même capable dans l'Europe d'avoir une certaine forme de solidarité en mettant en commun les forces qui sont nécessaires. Et je crois que ça, c'est une bonne avancée. Et si nos États membres continuent sur cette route-là, alors nous finirons par trouver quand même des solutions viables pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nathalie Griesbeck, c'est quand même historique. L'agence pourra intervenir sur décision du Conseil européen, sur les frontières extérieures de l'Union européenne, dans un État membre, même s'il n'en fait pas la demande. Moi, je me réjouis parce que j'étais rapporteur sur ce
projet pour ces gardes-frontières, pour mon groupe parlementaire. Et je me réjouis parce que c'est une avancée européenne. Ça a été dit dans la présentation. Il ne s'agit pas d'un regroupement de décisions des différents États, mais d'une vraie étape européenne avec des moyens qui sont renforcés. Pour l'instant, 1000 à 1500 personnes pour protéger les frontières externes, mais surtout des pouvoirs renforcés à l'agence, dirigée d'ailleurs avec beaucoup de force par Fabrice Leggeri. Et c'est aussi pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une étape européenne, c'est aussi un moyen de préserver la liberté de circulation. Préserver Schengen, c'est-à-dire l'acquis fondamental de l'Union européenne en organisant notre protection aux frontières externes. Et si je peux ajouter, d'abord, le texte a été assez vite. Hein. C'est remarquable en Europe. En moins d'un an, ça a été posé en décembre et à la fin juin, c'était terminé, voté. C'est quand même extraordinaire. On est 28 États membres. On est 28 États membres. Le contexte était exceptionnel aussi. Oui, mais il y a beaucoup de contextes exceptionnels, vous me l'accorderez, où on est dans l'inertie, où on est tous pétrifiés au lieu d'agir. Là, les choses ont été vite et des moyens renforcés. En particulier aussi de sauvetage en mer, d'organisation d'enregistrement et d'intervention possible d'une manière européenne sur des États qui auraient un flux massif et qui ne feraient rien. Jean Quatremer, ça veut dire que des gardes frontières allemands, espagnols ou polonais peuvent intervenir au nom de l'Union européenne en Grèce, en Italie, même si la Grèce et l'Italie ne le veulent pas? Exactement. Et s'ils ne veulent pas, comment ça se passe? S'ils ne veulent pas, ils devront, c'est-à-dire recevoir ces gardes-frontières. Donc on les oblige. Mais vous savez, c'est un peu comme c'est le vote à la majorité qualifiée au sein de l'Union européenne. Comment ça se passe? Par exemple, la France ne veut pas d'une directive sur les droits d'auteur. Elle vote contre, mais il y a une majorité qualifiée qui vote pour, et elle applique le texte. Et bien c'est la même chose. Mais là, c'est énorme. C'est un pas fédéral, comme on en a accompli assez peu. Le précédent, c'était l'union bancaire. Il a fallu une crise d'une gravité extrême et dont on n'est pas encore sorti pour qu'enfin on fédéralise le contrôle des banques. La précédente, c'était la monnaie unique. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, au moment où on a fait Schengen en 1995, les États ont supprimé le contrôle aux frontières intérieures et donc les frontières extérieures devenaient un bien commun. Mais chaque pays a voulu garder le contrôle de sa frontière extérieure. Honnêtement, dès le départ, et moi j'avais suivi les négociations de Schengen dès 1985, on savait très bien que les Grecs ou les Italiens n'étaient pas capables de sauvegarder leurs frontières. On le savait. Mais bon, ça a tenu pendant 15 ans. Et il a fallu cette crise migratoire où d'un seul coup, effectivement, on s'est aperçu, quand des millions de personnes arrivaient, des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont arrivées, qu'effectivement la Grèce, qui a plusieurs milliers d'îles, est incapable de contrôler ses frontières, que les Italiens sont désorganisés et n'arrivent pas à contrôler les frontières. Le seul pays qui a réussi à peu près à contrôler ses frontières et qui a joué le jeu, c'est l'Espagne. Parce que dans les années 95, on a oublié que l'Espagne était confrontée à ce qu'on appelait les pateras. Donc vous aviez des milliers de clandestins venant du Maroc qui passaient. Et l'Espagne a réussi à s'entendre avec le Maroc pour bloquer les clandestins au Maroc. Donc là, face à cet afflux, on n'a pas eu d'autre choix que de partager, je dirais, cette souveraineté du contrôle aux frontières extérieures. Mais encore une fois, ce n'est pas la panacée, c'est très peu de personnes, 2500. À l'avenir, moi je pense, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on fédéralise totalement nos forces de garde-frontières et de garde-côtes. On n'a pas d'autre choix qu'une fédéralisation totale. Alors il y a l'autre volet du plan Juncker, le président de la Commission, pour faire face à cette crise. L'autre volet, il est un peu en panne. La solidarité européenne dans la répartition des réfugiés déjà arrivés au sol européen. Cette solidarité, elle s'est un peu effondrée. Hein. Les relocalisations sont au point mort, Evelyne Gebhardt. Oui, nous avons certains États membres qui n'acceptent pas ce qui est la démocratie, des votes en majorité qualifiée. La Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et d'autres ont décidé, ça a été voté, mais on ne le fait pas. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et je pense qu'il est temps, grand temps... Quand même des référendums en Hongrie, même s'ils sont invalidés. Oui, mais écoutez, un référendum qui a foiré. Qui a foiré, il faut voir. Hein. Donc, ce n'est pas valable. Et donc, qui a foiré parce qu'il n'y a pas eu le quorum, mais quand même, il y a eu 95% des Hongrois qui ne veulent pas de migrants dans leur sol. Il y a 55% des citoyens
de la Hongrie qui n'ont pas voté. On ne peut pas dire qu'ils sont tous du même avis que ceux qui ont voté. Donc, je dirais, il y a des règles dans les États membres, il y a des quorums qui n'ont pas été acceptés, et donc ça a foiré. Mais là, oui, on ne peut pas dire comme M. Orban, écoutez, nous augmentons le quorum, parce que c'est lui qui l'a augmenté de 25 à 50%. De participation, oui. De participation au vote. Et, il fallait au moins 50% de participation, voilà. C'était pas le cas. Et ça n'a pas fonctionné, et il dit, bon, tant pis, ça n'a pas fonctionné, mais ça... Mais le problème de fond, c'est l'échec de Dublin. Oui. C'est un échec total. Absolument. Une absence de réalisme par rapport à la situation. Je précise juste pour le téléspectateur que Dublin, en fait, c'est que ça prévoit que le premier pays d'entrée doit gérer la demande d'asile. Doit gérer la demande d'asile. Donc, en l'occurrence, la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, c'est-à-dire les pays de la ligne de front. Dublin, on l'a pas réussi. C'est important. Quand l'Allemagne a accueilli ces réfugiés, on n'a pas accepté, on a transgressé Dublin, par définition. Elle l'a suspendu. Oui, bien sûr. On n'a pas respecté Dublin, c'est vrai, mais on ne pouvait pas laisser les gens seuls aux frontières extérieures et dire, ben, écoutez, vous mourrez de faim, c'est tant pis, ça nous préoccupe pas. On ne va pas critiquer l'Allemagne. L'Allemagne a été exemplaire. Elle a été la plus européenne et la plus conforme au respect des traités. On ne va pas dire l'Allemagne n'a pas respecté Dublin. Elle a, avec humanité, accueilli... Moi, je suis allée dans des camps de réfugiés, je suis allée à Ceuta, Melilla, pour voir comment, en Espagne, les choses étaient organisées. Je suis allée dans des camps en Bavière, je suis allée à plusieurs reprises à la frontière syrienne, au Liban, etc. Je suis allée sur le pire des camps que j'ai vu, j'ai un peu honte de le dire, c'est le dernier camp que j'ai vu à Calais, avec une situation absolument abominable pour tout le monde, et spécialement pour les mineurs non accompagnés. Spécialement pour eux. Il y a près de 1000 enfants vulnérables par définition qui ne sont pas pris en charge. Et en Allemagne, pour revenir au débat, en Allemagne, écoutez, moi, chapeau à la chancelière qui aujourd'hui paie, parce que justement, quand elle le paye sur le plan électoral, quand elle s'est retournée, elle s'est aperçue qu'aucun des autres pays n'exerçait une forme de solidarité. Vous étiez les seuls. Mais Nathalie Griesbeck, moi, le problème, c'est que je suis comme vous, j'approuve ce qu'a fait la chancelière, mais j'aurais davantage pu défendre ce que faisait la chancelière si elle avait eu pensé juste à décrocher son téléphone et à dire à ses petits camarades, ça serait quand même ça, je vais faire ça, je vous le signale. On a suffisamment reproché on a suffisamment reproché à la France ses décisions unilatérales en matière d'action extérieure pour ne pas dire que là, quand même, un sujet qui concernait l'ensemble des Européens, je veux dire qu'elle aurait pu faire convoquer un Conseil européen à Bruxelles, et il s'était réuni en 24 heures, tout le monde se réunissait et on disait, elle prévenait les tiers. Les Européens se succèdent et je ne suis pas une amie politique de Mme Merkel, mais là, je dois prendre sa défense. Parce que dans la situation dans laquelle nous étions, il n'y avait pas le temps de faire un grand conseil européen. Il s'agissait de la vie de personnes. Qu'elle décroche son téléphone. Les Français ont découvert ça. Je pense qu'elle l'a fait. Elle a dit qu'elle l'avait fait, je ne le sais pas, mais en tous les cas, il était absolument temps de faire quelque chose. On ne pouvait pas dire aux gens, écoutez, on va faire une réunion à Bruxelles et puis dans 2 semaines ou 3 semaines, vous serez mort, mais on aura réglé votre problème. Vous avez raison. Non, ça, ce n'était pas possible. Vous avez raison. Donc, il fallait agir. En revanche, vous êtes députée allemande. Qu'est-ce qui a motivé Angela Merkel à ouvrir les portes allemande, c'est quoi? C'est effacer l'image d'une ancienne Allemagne, mauvaise image de l'Allemagne du Troisième Reich. Non, c'est dans l'histoire de l'Allemagne. Ce sont les comment dit-on en français? Les réfugiés. Les réfugiés. Nous avons eu une phase en Allemagne au début du XXe siècle horrible, et nous avons tiré les leçons de cette histoire. De 1945 en Allemagne. Voilà. Et nous avons dit, plus jamais nous ne voulons voir cela. Et je vous rappelle et c'est justement cet humanisme, qui a géré cette situation et qui a fait en sorte aussi que, en gros, la citoyenneté en Allemagne, elle a été d'accord avec cela. Et même encore aujourd'hui, l'aide de personnes bénévoles
Elle est immense. Énorme. Je En rappelle- Bavière, j'ai Ouais, vu. immense. Je rappelle quand même que les Allemands, c'est pas la première fois. Ils ont accueilli 9000 réfugiés de la guerre 900 000 réfugiés de la guerre en ex-Yougoslavie, pendant que la France en accueillait aucun. C'est-à-dire que c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, la plupart de ces réfugiés yougoslaves sont Et les rentrés. réfugiés vietnamiens, En dans les années revanche- Ça, 80. on a accueilli aussi. Oui, nous, oui. les Vietnamiens, là, on a été C'est une corrects. Nathalie histoire. Griesbach. En revanche, l'absence de solidarité à la suite de cette décision qu'a prise l'Allemagne, et elle a bien fait de ne pas attendre le Xème sommet qui ne sert à rien, elle a très bien fait. En revanche, l'absence de solidarité, je redis, quand elle s'est retournée et qu'elle a vu Il y a quand même un bloc de l'Est, quand même, Hongrie, personne Pologne. ne C'est un gros suivait, problème. nous a est-ce qu'on amené est- dans un engrenage, et là, moi, je conteste la décision qu'elle a prise en ce qui concerne l'accord UE-Turquie. Là, elle a été seule. Elle a décidé un peu seule. Et cet accord UE-Turquie, pour moi, est totalement mortifère par rapport aux réfugiés et par rapport à la solidarité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Autant elle a été admirable quand elle a décidé d'avancer, pas attendre que les gens ne meurent pour prendre des décisions. Autant après, voyant qu'elle était très isolée, elle a fait une démarche qui est contestable on voit quand même avec qu'il y a la un bloc, Turquie. il y a un bloc de l'Est qui défie quand même les valeurs de l'Europe. Il y a pas qu'un- Est-ce qu'on n'a pas Non. été un peu trop rapide dans l'élargissement de Ah bah, l'Europe, j'allais le dire. l'élargissement de 2004? Bah oui. Non, mais je récuse cause la de Hongrie, fond, la c'est ça. Pologne. Bon, bah- Ils disent les choses brutalement, c'est vrai. Mais est-ce que la France, dans cette affaire, a le fond de la culotte propre? Je ne crois pas. Je me rappelle très bien de Manuel Valls, Premier ministre français, qui est allé à Munich et qui a fait des déclarations critiquant devant la presse allemande la politique migratoire Oui, oui, c'était d'Angela affreux. Merkel. C'était Donc, nul. c'est pas du Orban, mais ça n'était pas très loin. Mais néanmoins, je voudrais quand même dire une chose, parce que bon, on s'est félicité de la fédéralisation du contrôle des frontières extérieures. La question de la relocalisation, c'est-à-dire l'idée qu'on répartit les réfugiés qui sont arrivés pour que chacun traite la demande d'asile. Pas qu'il accueille pour l'éternité les demandeurs d'asile, simplement qu'il traite les demandes d'asile. 160 000. Voilà, 160 000. C'est pas énorme par rapport aux millions. Je crois que là, on a été un pas trop loin. Je crois qu'on a forcé la dose. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de la Ça souveraineté... ne fonctionne pas, je crois qu'il y a, Non, non, il y a ça 5 000 marche personnes- pas 5 du 000 tout, ça personnes ne marche sont pas du tout. relocalisées. Parce que c'est 6 000 sur les 160 sur 000. 160 000. Mais sauf que Et c'est nous, une- la c'est- France, on est... On est correct. On a les 4 000 sur les 6 000. Oui. Non, là-dessus, on joue plutôt bien Comme le si jeu. c'était difficile Bon. par rapport à un pays de Mais- 66 millions d'habitants. Oui, je ne dis pas que mais je sais pas, ça fonctionne pas bien. Mais là, je pense qu'on a été un peu trop loin parce que le cœur de la souveraineté d'un État aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'accueillir ou de ne pas accueillir des étrangers sur son sol. C'est quelque chose, et on le voit bien, les crispations identitaires qu'il y a en Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne a voté le Brexit, c'est pourquoi? C'est pas à cause de l'Europe en soi, c'est à cause de la libre circulation dans laquelle on mettait tous, les Européens, les non-Européens, les réfugiés, etc. Donc forcer un pays à accueillir contre son gré, même quelques centaines de personnes. Dans le cas de la Hongrie, il ne s'agissait pas d'accueillir, il s'agissait de lui en prendre, de la soulager du nombre, certain nombre de demandeurs d'asile. Mais c'était le principe. Et là, je crois qu'on a voulu forcer la marche vers le fédéralisme. Contrôlons d'abord nos frontières extérieures. Ensuite, si ça fonctionne, je pense que là, ça créera de la confiance. Et là, on pourra parler de la répartition. On a voulu aller Là, trop je vite. suis assez d'accord avec une petite nuance. Comment on fait, C'est-à-dire Nathalie que Griesbach l'erreur, c'est de faire des quotas et que ce soit la Commission européenne qui décide des quotas. Voilà. Il faut que les gens soient capables d'exercer leurs responsabilités et envie. sortent de l'hypocrisie. Sortent de l'hypocrisie qui consiste à dire une chose à Bruxelles et autre chose dans les Oui, capitales mais ce sont les et ne États pas mettre membres en qui ont œuvre. donné ce droit à la Commission européenne. Donc Oui, c'était mais dans la main des... il faut plus de réalisme. Il a des raison. États membres. Ça Donc on nourrit ne peut les pas extrêmes. toujours dire à la Commission, vous faites quelque chose. On leur a donné le droit de le faire. Oui, mais donc, oui, on leur a donné le droit, oui. mais il faut trouver l'accord des États. Sur les Et demandeurs d'asile, 5% se reconduisent à la frontière en France chez eux, des déboutés du droit d'asile. On fait comment avec ces 95%? Justement, Dublin doit être complètement retravaillé, pas seulement sur les mineurs non accompagnés, excusez-moi d'insister là-dessus. Les démocraties que nous sommes, traiter des enfants vulnérables comme nous le faisons, et spécialement en France, c'est pas possible. Mais sur les demandeurs d'asile, on voit bien que ça dysfonctionne. Il faut avoir un système d'enregistrement adapté et expliquer aussi.
exactement les textes. Et donc, peut-être pour ça, les simplifier et avoir une politique qui soit équilibrée. Alors, ça va peut-être nous réconcilier avec les valeurs européennes. Direction l'Allemagne, Berlin. Comment les Allemands accueillent leurs réfugiés, syriens souvent, jeunes plutôt. Il y a les Willkommenklasse, traduction des classes bienvenues, des classes pour aider des jeunes migrants à s'intégrer. À Paris immense, hein, en période d'austérité. Le reportage à Berlin de Rim Benhammer. C'est quoi votre programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va apprendre l'allemand. Et tu es là depuis quand? Je suis en Allemagne depuis 8 mois. Si Djihad et Mohamed ont réussi à apprendre l'allemand si vite, c'est grâce aux Willkommenklasse, traduction des classes bienvenues. Des classes pour aider les jeunes migrants à s'intégrer. Situé à quelques kilomètres de Berlin, ce lycée en compte 2. 8 élèves par classe, aujourd'hui au programme, un après-midi à Berlin. À Berlin, il y a une ligne de bus très célèbre. Célèbre. Ligne de bus. Une ligne de bus. De la gare de Bahnhof à travers la ville. Travers. Djihad, 14 ans, est venu seul de Syrie. C'est l'un des nombreux mineurs isolés vivant en Allemagne. Il a eu la chance d'avoir une place dans l'internat du lycée. Privé d'école en Syrie, il peut à nouveau apprendre et surtout s'intégrer à son pays d'accueil. On a toujours 3 ou 4 heures d'allemand par jour. Et après, on a un peu de sport. Mais on apprend surtout beaucoup d'allemand. Et on travaille aussi à la maison. Comme je vis dans un internat et que je partage ma chambre avec un Allemand, je parle toujours avec lui et j'ai beaucoup d'amis ici. Les Allemands sont gentils. Mais ces classes ne marchent pas aussi bien pour tout le monde. Aref vient du Kurdistan, il a 17 ans, lui aussi a fui la guerre. Arrivé à Berlin, il intègre une classe bienvenue, mais après 5 mois de cours, Aref a le sentiment de stagner. Dans la classe, c'est des petits-enfants et je suis le plus vieux. Je sais pas, je n'apprends pas grand-chose. Ce n'est pas si bien, mon allemand, je ne l'ai pas appris dans la classe. Je l'ai appris dehors, avec mes amis allemands. C'est quoi ce mot? Pour les professeurs aussi, le défi est de taille. Madame Rosinek a postulé dès qu'elle a entendu parler du projet en septembre 2015. Elle fait donc sa 2e rentrée en classe bienvenue. Sans programme précis, face à des élèves souvent traumatisés, de nombreux professeurs craquent. J'ai entendu que beaucoup de professeurs qui ont commencé en classe bienvenue ont déjà démissionné. En fin de compte, ça mélange un travail de transmission de connaissances et de travailleur social, de pédagogue, de psychologue. La plupart du temps, je suis plutôt une travailleuse sociale qu'une professeure. Depuis l'ouverture des classes d'intégration, une 30aine d'élèves ont bénéficié de cet enseignement dans cette école. 3 sont passés dans une classe générale. Et c'est l'heure des premiers bilans pour la direction du lycée. Je pense qu'environ un tiers devrait être capable d'intégrer le lycée général et que les autres auront d'autres parcours scolaires. C'est quelque chose de complètement différent d'entendre parler d'un sujet aux informations de façon abstraite et anonyme. Et d'avoir Ahmed ou Mohamed, de parler directement avec eux et d'entendre ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est une expérience fondamentale pour nos élèves et ça aide à considérer avec plus de nuances le problème des réfugiés. En septembre 2015, Berlin, comme le reste de l'Allemagne, a fait face à un afflux massif de réfugiés et la région a choisi de les accueillir à tout prix. En un an, 1000 classes bienvenues ont été ouvertes,
pour 12 000 élèves en tout. Un pari immense alors que la ville a une dette de 60 milliards d'euros et est en pleine cure d'austérité depuis des années. Nous manquons de professeurs. L'état des bâtiments est très délabré. Nous manquons d'écoles. Et en effet, vu ce contexte, c'est vraiment remarquable qu'il y ait cet accueil. Des efforts qui risquent d'être mis à mal sur la durée. Le système est au bord de la saturation et surtout, ces mesures coûtent très cher, 64 millions d'euros par an. Evelyne Gebhardt, je voulais vous poser cette question. Est-ce que l'Allemagne, elle ne fait pas aussi un calcul qui va lui profiter? J'accueille ces migrants, ma population est vieillissante, ça va permettre de payer les retraites. Disons qu'il y a plusieurs aspects qui jouent un grand rôle. L'aspect de l'humanisme, qui est bien là. Les leçons que nous avons apprises avec le grand nombre de citoyens d'origine turque que nous n'avons pas toujours très bien intégrés. Et donc de savoir que l'intégration passe par la connaissance de la langue, et par la connaissance de la langue aussi la connaissance de la culture dans laquelle on est, mais aussi un aspect économique, c'est bien clair, parce que la société allemande est vieillissante. Nous avons trop peu de nouveau-nés. C'est un problème que nous avons depuis des dizaines d'années, d'ailleurs, en Allemagne. Donc là aussi, nous disons, il serait bon si ces jeunes Syriens qui sont là restent chez nous et apportent aussi leur contribution à l'économie allemande. Nathalie Griesbeck, sur l'intégration des migrants, la France, elle reste à la traîne, oui, selon un rapport de l'OCDE. Mais quand j'étais sur la route des Balkans, à voir des choses qui ressemblaient des images de la Seconde Guerre mondiale, des images qu'on ne voulait plus voir sur les voies de chemin de fer à Idomeni, etc., toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu discuter voulaient aller, comme elle disait, en Alemania ou en Suède. Mais je n'ai pas rencontré un seul réfugié souhaitant venir en France, d'accord ? Pays soi-disant des droits de l'homme. Ils voulaient aller en Allemagne parce qu'ils savaient... Ils savent que le refus aussi, les demandes d'asile sont importantes en France. Et ce que dit Evelyne est très juste. La réponse allemande, c'est une réponse globale, humaniste, et c'est l'histoire aussi de l'Allemagne. C'est toujours en toile de fond, en filigrane, l'histoire même de l'Allemagne. Et moi, je trouve que c'est vraiment remarquable. Et nous les Français, on est restés sur notre camp à soi, et c'est un échec. Jean Quatremer, en France, quand vous dites migrants, vous avez crainte pour l'emploi, angoisse sécuritaire sur fond de terrorisme, rejet dans les villes censés les accueillir, manifestation du Front National. Et surtout fascination des médias pour tout ce qui est négatif. Parce qu'on va faire des sujets, des unes de journaux sur une manifestation du Front National contre l'accueil d'un foyer de migrants, alors qu'en réalité, quand on regarde l'ensemble des chiffres, c'est pas du tout comme ça que réagit la population française. C'est exactement l'inverse. En très grande majorité, les Français sont accueillants. En très grande majorité, ils veulent accueillir des réfugiés, ils veulent jouer le jeu de l'intégration. Est-ce que c'est une chance pour l'économie européenne? J'ai entendu parler de la Suède qui voit son taux de croissance atteindre les 4,5%. Et ça a une explication, c'est les migrants. Écoutez, toutes les études économiques sérieuses sur le passé et sur le futur montrent que l'immigration, c'est évidemment une chance pour le pays qui accueille des immigrants. Mais attention, encore une fois qu'on a dit ça, vous savez, il y a des chiffres économiques, mais il y a aussi le sentiment de la population. Ça doit être accompagné, et on revient au problème français, c'est lorsque vous avez tous les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui vous expliquent que l'immigration est un problème, que les travailleurs détachés polonais ou roumains sont un problème, en gros que tous les étrangers sont des problèmes. Et encore une fois, que ce soit un discours d'extrême droite ou d'extrême gauche, il ne faut pas vous étonner qu'en France, on ait des problèmes d'intégration. Oui, mais parce que, je peux rajouter, effectivement, nous, on représente des peuples, et on doit être en phase avec ce que disent nos concitoyens. Et donc, je pense qu'il est très, très important qu'on puisse aussi répondre, pas seulement dans la compassion, mais juridiquement aux engagements qui sont les nôtres au plan européen en accueillant les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient du droit d'asile. Vous pensez que c'est audible à 7 mois de la présidentielle, ce que vous dites et faire attention sur les migrants économiques
qui sont en difficulté, mais qui ne sont pas dans la même urgence et qui doivent être reconduits chez eux. Reconduits chez eux quand ils sont en situation irrégulière, absolument. Il faut bien distinguer entre les réfugiés qui fuient la guerre et la violence et qui doivent être accueillis et dont on doit, avec les médias, expliquer pourquoi, face à des citoyens qui sont souvent accueillants dans nos démocraties, et la situation des migrants économiques. C'est très important. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye. Salut. Ciao. Auf Wiedersehen.